Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode de la mini-série de la Guilde sur la qualité et l'agilité, toujours avec Joanne Dufour. Salut Jean-François. Bon, donc, on va essayer de rentrer un peu plus dans le dur sur cette relation amour-haine, j'ai envie de dire, des fois entre qualité et finalement, dans la construction de ton produit, c'est quoi les valeurs que tu veux mettre dedans pour pouvoir délivrer là-dessus? Tu disais, où est-ce qu'on veut aller? Est-ce qu'on veut faire de la surqualité? Oui. Et finalement, pour moi, on laisse tout ça dans le rôle de l'équipe produit, où on les laisse autonomes, ce qui est une bonne chose dans les valeurs de l'agilité. Mais on oublie des fois de demander l'avis du client final et son avis de ce qu'il attend en termes de qualité. Parce que faut pas oublier que c'est quelque chose d'itératif. Peut-être que sur cette phase-là, ce qu'il veut, il est peut-être même pas encore sûr de ce qu'il veut globalement. Et il a besoin d'avoir un feedback et de le gérer. Et voilà, et c'est l'équilibre entre quel niveau je mets pour pouvoir être évolutif plus rapidement et à quel moment je vais mettre un niveau de qualité satisfaisant. C'est bizarre qu'on ait censé parler de qualité, de dire il faut faire attention à ça, mais c'est pas la même chose quand on livre tous les jours, toutes les 2 semaines ou tous les 6 mois notre capacité à gérer, mais il faut quand même le gérer aussi dans son architecture logicielle. Et ça, c'est quand même pas si facile que ça. Quand on en parle là sur la théorie, sur le papier, de se dire oui, on se laisse de liberté, on voit, mais la vérité, c'est qu'on risque de tomber dans le truc. Ouais, le standard, c'est de pas avoir trop de qualité, alors que c'est peut-être une étape dans la vie de ton projet parce que t'as pas encore trouvé le MVP, t'as peut-être pas encore trouvé les clients. Je sais pas, ça peut arriver sur différentes choses et on se dit bon, on n'est pas encore dans la phase où on a besoin d'être à un haut niveau de qualité. Et puis c'est pas la même chose qu'on a un grand groupe et qu'on est une start-up, une PME et qu'on va le lancer dans un cadre d'agilité. Là, tu vois, sur la situation que tu poses, plutôt le constat, il y a déjà plein de notions en fait qui ressortent. Le premier, c'est, enfin moi, en tout cas, ce qui me saute aux yeux, c'est oui, est-ce qu'on livre de la valeur? Et après, une autre question qui est rattachée, c'est oui, est-ce qu'on livre de la valeur régulièrement? Et ce régulièrement, c'est quelle est l'échelle en fait? Est-ce que c'est toutes les semaines? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est tous les 6 mois? Ça, c'est une vraie question en fait qu'il faut se poser, de se dire est-ce qu'on est capable de produire des choses de manière itérative, etc., etc. Mais dans tous les cas, ton recueil de feedback, il a plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire, ok, si t'écoutes pas ton utilisateur, tu vas pas être capable de se dire, de te poser la question de est-ce que je vais porter de la valeur? Parce qu'en fait, c'est lui qui va dire ouais, ça me sert à quelque chose ou pas, et ça me permet d'économiser autant de temps, ça me permet de gagner en efficacité, ça me permet d'aller plus vite sur telle et telle chose, ça me permet de clarifier. Bref, il y a plein de questions, en tout cas plein de retours que tu peux récupérer. Et ça, la valeur, c'est compliqué, hein, parce que moi, je le constate. La valeur en fait est inhérente à une personne. Et quand on a des parties prenantes qui sont là en train de dire ouais mais voilà la valeur c'est avoir telle et telle chose et pour une autre partie prenante sur le même produit on a autre chose. D'accord. Trouver un point de concordance c'est pas simple, mais il y a des techniques qui existent et ça en fait c'est nous on les porte en tant qu'agilistes. Voilà il y a des techniques pour mettre les gens les parties prenantes d'accord, que les utilisateurs se disent ok on essaie de trouver les pas dire consensus, mais en tout cas des points de convergence qui vont bien, pour se dire voilà, la valeur est portée sur une globalité des utilisateurs. Donc tu as déjà ce point-là. Et après, tu as un autre truc qui est plutôt technique, et là on a une liaison avec la qualité, c'est l'aspect performance. C'est-à-dire, est-ce que mon logiciel est intuitif? Est-ce que il y a du lag en fait, là on est sur du très technique. Il y a aussi pareil un pendant que j'aime bien, et souvent on oublie d'en parler, mais il y a tout l'aspect alors, à l'ancienne, c'était ergonomie, mais c'est plutôt l'UX, en fait. Ouais, l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur. Et après, tu as le côté UI, donc l'interface utilisateur. Où on va dire, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que les gens comprennent? C'est quoi leur comportement? Et pour ça, il n'y a qu'un seul truc qui marche. Hein. Pour tous ces éléments-là, c'est de leur parler.
en fait, de communiquer. C'est ça, et qui prennent en main rapidement. Tu vois, moi, C'est ça. souvent on a l'impression que la démo, c'est on démo, mais moi, j'ai vu des projets agiles où, à l'utilisateur, au métier au final, je me dis, bah, là, on fait la démo, tiens, utilise-le. Tu vois, au moins, Ouais. peut-être qu'il va faire un truc que t'as pas prévu aussi. Parce que Oui. il avait pensé comme ça et finalement il y va ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant. Et finalement, avoir cette confiance, cette transparence entre tous les stakeholders, ça montre un peu la maturité que tu as dans l'agilité. Je vais te donner une anecdote que j'ai vue. Bon, moi, j'ai vu des trucs aberrants. T'as vu, en gros, c'est... Oui. Je vais t'en donner plusieurs. Je vais t'en donner deux, tiens. La première, c'est que j'ai vu une équipe produit où les devs, parce que techniquement, ils pouvaient pas faire quelque chose, ils faisaient autrement que la valeur attendue dans l'US. D'accord. Parce qu'ils pouvaient pas le faire. Donc, ils peuvent pas le faire. C'est normal qu'ils vont le changer. Mais ils le font sans communication. Ils n'en parlent ni au métier, ni au PO, ni au truc. Donc, on se retrouve avec des trucs où tu te retrouves avec 90% d'anomalies de conception parce que on dit parce que personne ne parle, tu vois. Oui. Et là, le gars qui parce qu'ils étaient plusieurs, pour eux Oui. c'était normal parce que ils faisaient comme ils pouvaient, mais ils n'avaient pas encore cette culture de l'agilité, de la communication et de la gestion dessus. J'ai vu aussi des trucs un peu plus folklore où pendant la démo, ils voient un bug et en live, ils corrigent quelque chose, mais qui crée un effet D'accord. de bord, qui crée un autre bug derrière. Ah, dur. Et tu vois le QA qui est à côté, qui dit putain, j'ai passé un week-end parce qu'ils ont livré le vendredi soir, à tout livrer pour la démo de lundi. Tout ce que je l'ai fait, c'est tombé à, Ça sert à ça rien. servait à rien. C'est quoi, tu vois. Et tu vois, c'est toujours ce côté aussi. Je veux faire mieux, je veux faire plaisir, je veux être efficace. Et on fait pas attention aux impacts qu'on va avoir dessus, mais parce que on est très geek, très tech, et on pense qu'il y a toujours Ouais. la solution est toujours technique. Et on en Et, parlait avant le podcast, c'est qu'on dit, on fait beaucoup de ouais. réunions, on communique, on est censé beaucoup communiquer, mais finalement, euh, on n'a pas encore ce côté hyper communicant, hyper collaboratif, efficace. Et au-delà des principes, au-delà des valeurs qu'on a dans l'agilité, pour moi, il y a deux éléments centraux, c'est la collaboration et l'excellence technique. T'as pas ces deux piliers-là, ce qui est autour, c'est compliqué pour pouvoir le mettre et ça permet d'essayer de faire du lean management, de s'améliorer et de le faire avec beaucoup de bienveillance. Sans être cuculapraline, hein, globalement. Mais, parce qu'il faut quand même délivrer quelque chose à la fin. Et là, tu vois, c'est cool parce que tu viens de sortir deux keywords, en fait, le côté collaboration. Et le collaboration, c'est pas qu'au sein de l'équipe de développement, hein, qu'on mette des devs, les QA, etc. Mais c'est aussi avec les utilisateurs. Et tu parles de Lean, c'est cool parce qu'il y a une pratique qui s'appelle le Gamba Walk, qui est très bien et que je conseille fortement, moi, à mes équipes. En disant voilà, si ton utilisateur, tu sais pas trop comment il utilise ton produit, comment est-ce qu'il utilise ton application, bah en fait tu fais du Gamba. C'est-à-dire que tu vas derrière lui, tu regardes un petit peu comment est-ce qu'il fonctionne, tu étudies ses gestes métiers. Moi c'est quelque chose qui me fait un peu halluciner, c'est que souvent on dit ouais on produit des solutions, on produit des réponses à des problèmes, super, ok. Mais en fait, comment ça s'interface tout ça dans un geste métier qui peut parfois être ultra complexe, où tu as de la data, où tu as des interactions partout. Si tu n'as pas une connaissance minime de comment va être utilisé ton produit, bah forcément, soit tu le fais hop, selon le sens du vent, soit tu imagines des trucs, mais c'est pas la réalité. Donc oui, recréer du lien avec les utilisateurs, avec les métiers, comprendre un petit peu comment est-ce que ils bougent, etc. Comment est-ce qu'ils utilisent ta solution. C'est le meilleur moyen d'aller recadrer et de porter de la valeur au final. Et je suis d'accord sur le fait, ce que tu dis, c'est sur le geste métier, les interactions avec les autres systèmes. Souvent, on se concentre sur l'appli dans lequel on travaille. C'est ça. Ça fait beaucoup de retail, mais c'est le cas dans beaucoup de métiers. Globalement, c'est jamais un seul système d'information, c'est souvent un écosystème d'applications pour avoir une feature. Tu vois, Oui. au-delà de l'US. Souvent, se concentrer sur soi et on n'essaye pas de comprendre les interdépendances. Parce que en plus, des fois, elle est pas toujours avec le système. C'est ce système-là qui va appeler l'autre système, qui va appeler un truc, qui va aller peut-être jusqu'à un data lake pour chercher les trucs. C'est ça. Une marketplace avec multi-fournisseurs, ça complexifie encore la donne. Et c'est ça qui est intéressant. Je pense que des fois, on infantilise peut-être un peu les équipes produits à se concentrer
que sur eux pour être en diviser ses régner, un peu à old school, et qu'on leur donne pas finalement une vision très transversale dans l'écosystème dans lequel ils est et les impacts qu'ils sont. Donc il y a des entreprises et des projets qui le font très bien, et il y en a d'autres qui le font un peu moins bien. Et toi, tu l'as vu aussi, mais c'est souvent le cas où tu vois quand les équipes métiers ne sont pas totalement rentrées dans l'agilité. Ils sont encore éloignés du produit. C'est un vrai problème, hein, ça. Et c'est un vrai problème parce que comment tu veux délivrer de la valeur rapidement si t'es pas capable d'interagir rapidement avec les parties prenantes qui doivent utiliser le produit après. C'est compliqué. Mais t'as ça, et t'as le précaré en fait. Moi, j'ai produit quelque chose, même si c'est de qualité, etc. Sauf qu'en fait, tu te poses pas la question des impacts. Et c'est même moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et que je travaille là en ce moment, c'est autour de la transversalité. Et en fait, ne serait-ce qu'avoir conscience en tant qu'équipe, hein, je parle même pas d'individu, en tant qu'équipe, de ces dépendances-là, de quelle est l'équipe qui nous impacte, on impacte quelle équipe, et aussi il y a un autre truc, on n'en parle pas suffisamment, et pour moi ça mérite d'être travaillé, c'est les dépendances en cascade. Quelle est la cascade en fait finalement? Le système ABCDE qui rappelle le A, ouais, c'est ça. Et finalement, peut-être que tu fais de la qualité et que tu produis quelque chose qui marche bien sur ton scope, mais ça peut dégrader une partie de ton écosystème, et là il y a un problème. Donc en fait tu fais baisser de la qualité alors que toi en fait t'es persuadé que dans ton équipe vous produisez des choses de qualité. C'est dommage. Super intéressant. Après on pourrait rentrer dans le débat de l'agilité à l'échelle qui était l'un des concepts d'avoir cette vue plus globale et d'essayer de mettre de l'agilité de façon un peu plus transversale avec des biais qu'on a vu dans certains projets, Spotify ou Scrum of Scrum ou Safe. Avec lui, c'était l'une des problématiques qu'il essayait de répondre là-dessus, avec certains succès et certains échecs, on va dire, dessus. Mais le côté transversal dans un système complexe, c'est pas évident. Et ça nous permet peut-être d'introduire le prochain épisode qui va dire, oui, on parle d'agilité, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un cadre en termes de processus qualité, de vision, à essayer quand même de travailler pour mieux collaborer et avoir une vision plus globale dessus. Donc restez avec nous pour ce 3e épisode qui, je vous promets, va être tout aussi passionnant avec Johan. Trop bien. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.